Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Woutibal Koumaba, avocat au barreau de Paris et consultant dans la gestion de conflits. Alpha Oumar Diallo, consultant en finance. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Jadis prospère, l'agriculture de la République démocratique du Congo est dans une crise persistante, un secteur totalement paralysé sur le plan de la production, et cela malgré des conditions naturelles assez favorables. Conséquence, près de 8 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire. Le pays est dépendant des importations alors que la production locale revêt un caractère primordial pour sortir de cette spirale. Une ONG milite justement autour de cette question auprès des populations. Reportage Djekamboka. Faire de l'agriculture une culture pour tous, la placer au centre du développement durable afin d'assurer aux communautés locales l'autosuffisance alimentaire. C'est la mission que se donne le mouvement des jeunes pour le développement durable, une ONG basée à Kinshasa. Constitué des jeunes passionnés de l'agriculture, ces mouvements procèdent par une sensibilisation plus large. L'objectif est de persuader les habitants de la capitale à investir dans l'agriculture tout en les accompagnant dans chacune des étapes de leur projet jusqu'à la récolte. On a pour objectif de faire de l'agriculture en RDC, premièrement une culture pour tous, mais aussi faire de l'agriculture ici chez nous vraiment un véritable business pouvant chaque année générer des milliards de dollars et pouvant créer aussi des emplois. Nous approchons les privés en leur proposant des projets d'exploitation des terres agricoles, parce que vous vous rendrez compte qu'ici en RDC, précisément à Kinshasa, il y a autant de personnes qui ont des hectares de terre mais qui s'en ont exploité. Donc nous les approchons et nous leur permettons de réaliser leurs rêves agricoles. Cette initiative redonne vie aux terres d'exploitations agricoles abandonnées. Ceux qui y adhèrent ont le choix entre l'achat ou la location des terres sous l'accompagnement de personnes qualifiées mises à leur disposition par cette ONG. Nous sommes dans la commune de Lansele, environ 25 km du centre-ville. Dieudonné Angembe est un ingénieur agricole choisi pour accompagner le projet d'une plantation d'ananas. Les ananas, comme tout autre travaux agricoles, nous avons commencé par les dessouchements du terrain. Après les débardages, nous avons fait passer les tracteurs, l'herçage. Pour le moment, nous avons déjà lancé les fils. Et la toison va commencer d'ici là. Et nous allons planter plus de 40 000 pieds d'ananas ici. Donc c'est 40 à 50 000 pieds d'ananas que nous allons planter. La République démocratique du Congo, qui prône la diversification de son économie, encore trop dépendante des matières premières, pourrait soutenir ce genre d'initiative, estime bon nombre d'observateurs. Les ambitions du mouvement des jeunes pour le développement durable consistent entre autres à s'implanter dans tous les pays. Une expérience qui pourrait attirer progressivement les communautés vers l'agriculture dans un pays qui dispose tout de même 80 millions d'hectares de terres arables, dont 10% seulement sont exploités. Donc la question de l'agriculture, une véritable problématique en République démocratique du Congo. Au Katanga, par exemple, qui était pourtant, il y a quelques années, un véritable grenier agricole. Aujourd'hui, le Katanga importe presque tout. Donc la situation est assez grave. Comment expliquer que le management politique autour de cette question de l'agriculture ne parvient pas finalement à résorber le problème? En fait, moi, je pense tout simplement que l'agriculture est négligée en République démocratique du Congo. Parce que comme on l'a souligné, c'est un pays en fait qui dispose de plus de 80 millions d'hectares de terres fertiles. Et dans ces 80 millions d'hectares, seulement 10% sont mis en valeur. Et quand cette mise en valeur est surtout en fait faite, ce sont des cultures vivrières. Il n'y a pas vraiment une réelle politique. Parce que même si on produit, il faut évacuer ça au niveau des centres urbains. Et ça nécessite en fait des moyens, de l'amélioration des moyens de transport, de communication, de voies en fait de circulation pour évacuer. Et une fois que les produits sont comment on appelle, les produits, non seulement il faut apprendre aux agriculteurs comment en fait améliorer leur production, mais en plus comment conditionner cette production.
Parce qu'il ne suffit pas seulement de produire. Quand on produit, il faudra transformer ça, parce que entre le moment de production et d'évacuation fait au niveau de centres urbains, comme à Lubumbashi ou à Kinshasa, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il faudrait, je pense que j'invite le gouvernement congolais à privilégier, en tout cas, à valoriser l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la République démocratique du Congo, la seule chose en fait, qu'on met en avant, c'est l'aspect minier. Or que c'est un pays en fait, qui dispose en fait, des potentialités importantes pour mettre en place l'agriculture et s'autosuffire en fait, alimentairement. Ouais. Et ça, c'est un problème de pouvoir en fait, dépenser le peu d'argent qu'on gagne en fait, dans d'autres secteurs pour importer des produits alimentaires, alors qu'on peut produire ça sur place. Un problème de priorité, comme le souligne Outibal Koumaba, Jean-Marie Bitomo. Vous savez, le problème, c'est-à-dire quand je regarde la RDC, c'est un scandale à tous les niveaux. C'est un pays qui est doté de potentialités incroyables en Afrique. Mais les gens, on n'en parle pas souvent. Il nous a parlé du scandale, ce que nous, en économie, on appelle le scandale géologique du Zaïre, de la RDC. Ensuite, vous avez un second scandale, qui est ce scandale agricole-là. Moi, je suis le Zaïre depuis pratiquement plus de 20 ans aujourd'hui. J'ai eu à écrire des choses là-dessus. Donc, vous avez un économiste congolais qui a fait l'analyse de la RDC en tant que telle. Et ce monsieur-là est en train de se plaindre en se demandant, c'est pas possible, c'est un gâchis, le second gâchis, j'ai parlé du gâchis, si vous voulez, ce qu'on appelle le scandale minier, il y a le scandale agricole aussi. La RDC est un des pays, c'est-à-dire qui peut nourrir pratiquement toute l'Afrique centrale, parce que les conditions climatiques font en sorte que, quand on sème au nord, comment dirais-je, on récolte au sud et vice-versa. Donc à partir de là, vous avez l'insécurité générale du pays qui occasionne, c'est-à-dire ces insécurités-là qui sont, les trois dont je parle. Vous avez l'insécurité, le scandale géologique, pardon, vous avez le scandale agricole dont je parlais là, et vous avez le scandale énergétique en tant que tel. On oublie que le barrage d'Inga aujourd'hui est capable pratiquement de fournir l'électricité à la moitié de l'Afrique en tant que telle. Donc, le problème de la RDC, c'est quoi? C'est que la RDC, aujourd'hui, est un pays qui est tellement riche naturellement. C'est qu'il attire, comment dirais-je, toutes les parties étrangères qui viennent pour venir exploiter ce qui se passe en RDC en tant que tel. Donc, j'ai pas fini. Donc, à partir de là, que ce soit en Afrique même, les pays voisins de la RDC contribuent à déstabiliser ce territoire-là. Et maintenant, vous avez, comment dirais-je, vous avez des puissances étrangères qui ont intérêt en sorte que la RDC reste dans cette position-là parce que ça leur permet d'exploiter à moindre coût et à vil prix les matières premières de la RDC. Et ça, c'est aux responsables politiques. La RDC est victime, si vous voulez, de ses richesses naturelles en tant que telles. Donc il faudrait que les responsables... Face aux responsables politiques, justement, de prendre la mesure de leurs responsabilités. Parce que c'est incompréhensible. On dit en fait que le barrage d'Inga produit en fait l'électricité, mais quand on regarde, cette électricité est exportée. Et à Kinshasa, le barrage c'est-à-dire le potentiel du barrage n'est même pas exploité à 25%. N'est même pas exploité, mais c'est même par rapport à la gestion. En fait, on privilégie par exemple l'exportation de cette électricité, alors qu'à Kinshasa, les gens dorment dans le noir et tout le Congo n'est pas du tout en fait électrifié. Par rapport à l'agriculture, c'est la même chose. En fait, quand les hommes politiques sont là, toujours à regarder en fait le secteur minier, Ils ont quand même lancé différents programmes, notamment un programme national en 2013 qui avait l'ambition de parvenir à l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Donc finalement, c'est l'échec d'une politique. Il faut éviter en fait des programmes qui jouent juste l'effet d'annonce. Donc exactement. Fait quelque chose, ne pas rester sur les effets d'annonce. Alors quoi, c'est des programmes destinés à faire plaisir Ce sont les effets d'annonce tout simplement. Il faut mettre en place. Nous savons très bien. Oumar Diallo. En fait, comme disait monsieur, les politiciens africains, ils aiment bien les politiques de tape à l'œil, c'est-à-dire qu'il faut sortir les grands moyens pour faire les grandes annonces, de sorte qu'on dise que les autorités prennent à bras le corps ou bien prennent conscience de la situation. Mais s'agissant de l'agriculture en RDC, moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire en sorte que le pays ne dépende pas que du secteur minier.
Et ça, pour moi, la diversification. Moi, la diversification par rapport à ça. Alors, on va laisser terminer, s'il vous plaît. La diversification des ressources. Et aussi, il faut prendre des mesures qui vont dans le sens de l'accompagnement de ceux qui veulent entreprendre. Voilà, l'accompagnement, ça c'est très important. Et deuxièmement, faire en sorte que quand les gens produisent, qu'ils puissent le stocker convenablement, qu'il n'y ait pas de pertes, qu'il n'y ait pas de pourriture de ces aliments-là. Et trois, faire en sorte que les gens puissent le transformer de bout en bout. Et que, par exemple, que quand on produit, par exemple, des fruits, qu'on puisse les transformer sur place, qu'on ne soit pas obligé, par exemple, là, il parlait tout à l'heure de l'ananas, qu'on ne soit pas obligé de l'exporter à l'étranger, qu'on puisse avoir des agro-industries qu'on transforme sur place et qu'on le revende sur place. On n'a même pas besoin d'arroser, en fait, de faire investissement local, voilà, il pleut normalement. Le problème de la RDC, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pays qui est énormément riche. Et il s'impose obligatoirement une diversification de l'économie. Le potentiel est là. Mais maintenant, ce sont des stratégies et les politiques publiques qui sont mises en place, qui sont à indexer quelque part. Et moi, j'insiste sur un fait, un aspect, la RDC qu'on voit aujourd'hui, la RDC, quand vous avez des initiatives qui sont prises comme celle-ci, ce sont des initiatives qui doivent être accompagnées par l'État parce que ça permet de desserrer, l'étreinte de la contrainte extérieure, comme on voyait là tout à l'heure, à savoir que, bon, vous avez dit tout à l'heure, Zara, une zone comme le Katanga pratiquement emporte tout ce dont la zone a besoin, alors que la zone a un potentiel naturel qui permet de desserrer cette étreinte-là de la dépendance extérieure. J'ai dit toujours la chose suivante. Maître parlait tout à l'heure du secteur minier. On a toujours l'impression que on va se servir des recettes d'exportation qui arrivent pour pouvoir, comment dirais-je, remplir les caisses de l'État. Alors qu'on se trompe là-dessus, tout simplement pourquoi? Parce que ce qu'on tire, c'est-à-dire de l'exploitation minière en tant que telle, on le perd complètement sur la balance, comment dirais-je, commerciale concernant les produits agroalimentaires. Oui. Toutes les économies africaines sont, comment dirais-je, déficitaires. Quand vous faites le compte, quand vous voyez le gap entre les recettes qui viennent de l'extérieur et les recettes, comment dirais-je, et ce que le pays dépense pour pouvoir nourrir la population. Donc, par rapport à ça, il faudrait développer en fait des partenariats public-privé, c'est-à-dire le gouvernement doit appuyer les initiatives du genre de ce qu'on nous a montré tout à l'heure, mais en même temps, en fait, il faut mettre en place un réel politique en fait agricole d'autosuffisance alimentaire avec des objectifs précis, non pas des politiques en fait d'effet d'annonce. On vient, on dit bon ok, on va faire telle chose, on fait quelque chose en fait un peu juste pour montrer, amuser la galerie. Après il n'y a aucun suivi et la conséquence, bon, on est toujours au point de départ. Mais il doit prendre en fait, même investir pendant, il faut qu'ils prennent, établir des plans quinquennats, comme on établit. L'Afrique ne peut pas être, l'Afrique ne doit pas être dépendante de l'extérieur parce que nous savons tous, disons, les 2 tiers des terres arables et fertiles du monde se trouvent en Afrique. C'est une question de volonté politique et des stratégies qui sont mises en place. En fait, parlant toujours de l'économie, je pense que parmi les mesures que le gouvernement peut prendre, c'est quand on prend le cas de la France, il y a tous les politiciens qui disaient que les PME ou bien les startups qui sont créateurs d'emplois ont toujours des difficultés à trouver des financements. Je pense que l'agronome qu'on a montré tout à l'heure, bien tous les entrepreneurs qui veulent investir dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, c'est facile. Si le gouvernement veut l'accompagner de manière indirecte, c'est de créer une banque publique agricole, de sorte que ceux qui ont des initiatives et qui ont des projets qui tiennent vraiment la route viennent s'adresser à cette structure bancaire-là pour avoir des financements. Ce sont les projets prioritaires chez nous, les projets agricoles. Parce que les projets agricoles créent de l'emploi, parce que notre population vit essentiellement dans des campagnes. Donc il s'agit de créer ici là, des coopératives à mettre en place, de manière, il parlait tout à l'heure, là, si vous voulez, des synergies à créer entre ces coopératives-là. Et à partir de là, on va permettre de créer les emplois, de permettre aux jeunes de s'investir dans l'agriculture, parce que l'agriculture aujourd'hui, tous les pays du monde entier, regardez le développement des États-Unis, c'est-à-dire ça a été fait grâce à quoi? Grâce à l'agriculture. Il parlait de banque là tout à l'heure, c'est lui qui parlait de la banque. Quand vous êtes ici là en France, qu'est-ce qui a contribué, si vous voulez, à sorte que la France devienne le premier producteur en Europe? Après la création de la PAC, qui est la politique agricole commune, c'est tout simplement que la France a créé le crédit agricole en France qui finançait exclusivement des activités agricoles.
Le développement de l'agriculture en fait en RDC en particulier, ça peut résoudre plusieurs problèmes, notamment en fait le chômage urbain. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les campagnes sont dépeuplées par l'exode rural parce qu'on ne valorise pas assez l'agriculture. Or que la valorisation va permettre en fait de sédentariser en fait la population au niveau local et d'éviter l'exode du rural. Parce que les gens qui quittent les villages pour venir au centre urbain pour venir chercher du travail, mais il n'y a pas de travail. Donc, quelle est la conséquence? C'est qu'on a l'insécurité alimentaire au niveau des zones urbaines, mais aussi au village, parce que personne n'est là pour pouvoir produire. Donc, ça accroît, comment on appelle, le chômage. Et ça, de résoudre ces problèmes, permet en fait de sédentariser, de faire en sorte que les gens restent au village, qu'ils gagnent leur argent au village et que le pays en fait avance au niveau. Alors, voilà. Outibal Koumaba, le contexte des conflits n'arrange rien à tout cela aussi. Oui, mais c'est pour ça. On pense notamment au Kasaï, par exemple. Oui, mais c'est ça. En fait, il est important qu'en RDC, on arrive à organiser des élections. Ça, c'est un problème. En fait, parce que pour moi, tous les problèmes d'insécurité alimentaire, comment on appelle, des faiblesses des moyens de production, doublé avec l'insécurité. Ça a pour conséquence, en fait, l'insécurité généralisée, en fait, je parle de l'insécurité en termes de sécurité, en fait, de l'État, ça ne permet pas, en fait, aux gens de pouvoir même cultiver. Et donc, la conséquence, c'est que le pays régresse au lieu de pouvoir avancer. Et le fait de pouvoir respecter le cadre juridique qui était institué permettra, en fait, de mon point de vue en tout cas, de pouvoir en fait stabiliser les pays et de construire le pays. Voilà. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Outibal Koumaba, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et consultant dans la gestion de conflits. Alpha Omar Diallo, vous êtes consultant en finance. Jean-Marie Bitomo, merci d'avoir participé à ce débat. Merci pour vos précisions. Merci Zara d'avoir passé, un plaisir d'avoir passé cette heure-là avec vous. Ouais, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À demain. Très bonne soirée. Merci.